Jeanne Marthe Éléonore Xenzval est mon arrière-grande-tante maternelle. Elle est née dans les Vosges le 18 septembre 1899. De par son mariage, le 5 janvier 1924, avec Auguste Victor Georges Xenzval, de 2 ans son aîné, elle obtient la nationalité belge. De leur union naîtront 2 enfants, un garçon et une fille. Lorsque la guerre éclate, toute la famille vit à Liège. Jeanne n'a pas tout à fait 40 ans, elle est ménagère. Auguste a 42 ans, il est watman, c'est-à-dire conducteur de tramway. Leurs enfants, eux, ont à peine 14 et 12 ans. Jeanne et Auguste entrent ensemble dans la Résistance le 10 octobre 1942. Cette date correspond au moment où l'administration allemande met en place la possibilité d'envoyer au travail forcé tout homme de 18 à 50 ans et toute femme de 21 à 35 ans, étendant ainsi la désobéissance à toutes les classes sociales et à toutes les régions. Dès lors, la résistance intensifie ses actions. Ce nouveau contexte engendrera une nouvelle résistance qui impliquait toute personne susceptible d'offrir un logement, de la nourriture ou des complicités administratives, le plus souvent grâce à son occupation professionnelle. Cette résistance humanitaire ne reflétait pas toujours un engagement politique ou idéologique conscient, mais plus souvent une solidarité humaine. Le 15 février 1943, Jeanne et Auguste sont officiellement recrutés et intégrés aux partisans armés. Ces derniers étaient l'organisation qui pratiquait le plus activement ce que les autorités allemandes appelaient du terrorisme. Ils ont été la source la plus constante et la plus radicale d'actions violentes en Belgique occupée. Jeanne et Auguste prennent des noms d'emprunt pour devenir la Marquise et Renard, nom de famille de la grand-mère maternelle d'Auguste. Leurs actions seront nombreuses. Ils détiennent une boîte aux lettres pour le Parti communiste et les partisans armés, diffusent la presse clandestine, hébergent et ravitaillent des illégaux, assurent des missions de courrier et transportent des armes et des munitions. Pour Auguste, s'ajoute le sabotage. Leur réseau est dénoncé par un traître infiltré. Ils sont tous arrêtés en même temps le 9 mai 1944, alors qu'ils se rendaient à un rendez-vous. Les conditions de cette arrestation nous sont connues grâce au témoignage d'Haroun Taziev dans son livre « Les défis et la chance de ma vie », tome 1. Je lui cède la parole. Une bonne vingtaine de camarades avaient été attirés dans une souricière et arrêtés à mesure de leur arrivée au rendez-vous qu'avait fixé Marius Karl, dit aussi Joseph. Comme il avait petit à petit obtenu le numéro de chacun, il les avait contactés et leur avait dit de se rendre à cet endroit, munis de leur pipe, nom de code pour dire pistolet. Les cueillir un à un ou 2 à la fois ne posait pas le moindre problème à la douzaine de policiers allemands en civil, dissimulés dans des voitures en stationnement. Parmi les camarades arrêtés, Robert Lejour, qui commandait les partisans armés de toute la province. Celui-là même auprès duquel s'était infiltré Marius Karl, agent de la Gestapo. L'essentiel de notre organisation s'écroula ce jour-là et notre travail fut plus hardi et beaucoup moins efficace. Les autorités allemandes organisèrent un grand procès public à grand spectacle des terroristes arrêtés. Lejour assuma seul devant le tribunal allemand l'entière responsabilité de l'action des hommes et femmes de la brigade spéciale, dont l'occupant tentait de faire un procès de type de celui de l'affiche rouge en France. Robert Lejour était le commandant directeur du corps des partisans armés. Cœur de la résistance armée communiste, le corps de Liège redoubla d'activité sous sa direction. À la lecture des dates de transfert de Jeanne et Auguste, il apparaît que leur première destination fut les locaux de la Gestapo, 94 boulevard d'Arvois, à Liège. Ils y subirent très certainement leur premier interrogatoire. Est-ce ici que Jeanne et Auguste furent enfermés chacun dans 2 cellules mitoyennes et que Jeanne entendit la douleur d'Auguste alors qu'il était torturé ? Ils sont ensuite transférés à la prison de Saint-Léonard, puis à la citadelle de Liège. À nouveau des interrogatoires. Ils sont parfois 4 Allemands à frapper un homme pour lui faire avouer qu'il travaille à délivrer son pays occupé.
Le 30 août 1944, Jeanne et Auguste sont transférés au camp de Beverloo, situé à 70 km d'Anvers. C'est d'ici qu'ils sont déportés dans les camps de concentration allemands. Cette date n'est pas anodine, elle correspond au moment où les Allemands commencent à préparer leur retraite face aux avancées des forces alliées. Ils détruisent les archives et évacuent les prisonniers en Allemagne. On estime à environ 16 000 le nombre de prisonniers politiques déportés. À partir de ce moment, Jeanne et Auguste ont des itinéraires différents. Ils ne se reverront plus. Auguste est déporté à Neuengamme, au sud-est d'Hambourg. C'est un camp de la mort par le travail. Son slogan, l'épuisement par le travail. Puis, il est transféré, à une date inconnue, au camp de Bergen-Belsen en Basse-Saxe. Ce camp est depuis le mois de mars 1944 un camp dit de repos, chargé d'accueillir les détenus des autres camps, malades, épuisés ou trop âgés, et qui ne sont plus capables de travailler. Ils ne sont nullement soignés, les Allemands les laissent agoniser. Auguste s'éteint le 17 mars 1945 à 19h50 de faiblesse générale. Il est enterré avec 60 autres Belges dans une sépulture à Bergen-Belsen. Le 9 août 1947, la Cour militaire condamne un certain Rizzieri Bordin, alias Marius Karl. Il est condamné à 10 ans de prison avec interdiction à perpétuité du droit de vote, d'exercer dans la fonction publique, de fonder un journal et de participer à des manifestations culturelles. Il est accusé d'avoir à Liège le 9 mai 1944, sciemment par la dénonciation, nommé Robert Lejour et Auguste Xensval aux recherches et poursuites de l'ennemi, avec la circonstance que cette dénonciation a eu pour conséquence la mort de Robert Lejour et Auguste Xensval. Jeanne est déportée à Ravensbrück, à 80 km de Berlin. C'est un camp de concentration spécialement réservé aux femmes afin qu'elles ne se reproduisent pas. À la lecture du registre des arrivées de Ravensbrück, elle y arrive avec le transport spécial Liège le 3 septembre 1944. Dans 15 jours, elle aura 46 ans et désormais, elle n'est plus Jeanne Marthe Éléonore Xensval, mais le matricule 62 676. Qu'elle devra coudre, ainsi qu'un triangle rouge estampillé de la lettre B sur sa tenue et l'identifiant comme prisonnière politique belge. Avec les autres prisonnières, elle devra rester 24 heures debout dans la grande cour d'appel, puis elle subira un examen médical. Après quoi, on lui donne une gamelle, bien précieux, avec lequel elle dormira. Les 15 jours suivants sont réservés à la quarantaine, puis l'assignation à un baraquement. 4 fois par jour, les prisonnières sont comptées. Ce comptage dure des heures dans d'atroces conditions, peu importe la météo. 55 gardiennes sont en poste à Ravensbrück. Toutes ont répondu à une offre d'emploi. Les prisonnières les nomment les corbeaux noirs. Elles ont des chiens hargneux qui portent sur leur harnais le signe SS. À propos des chiens, Hitler avait précisé que par nature, les femmes ont plus peur d'eux que les hommes. Durant l'appel, il est interdit de regarder les gardiennes. Il faut constamment baisser la tête. Leur chef se nomme Dorothea Binz, son surnom, la belle garce. Elle a de fortes tendances violentes et sadiques. Par conséquent, elle se donne un malin plaisir à diviser pour mieux régner. En effet, il n'y a pas assez de gardiennes dans le camp. Aussi, la collaboration est encouragée au sein des prisonnières. Ce sont les capots. Elles étaient souvent recrutées parmi les prisonnières de droit commun les plus violentes ou parmi celles dont la ruse ou la servilité avaient permis de figurer parmi les anciennes en échappant provisoirement aux charrettes menant à l'extermination. Ainsi, s'établit une hiérarchie entre les prisonnières. Dans l'enceinte de Ravensbrück ou dans ses environs proches, le travail se fait dans des ateliers, sur des chantiers permanents ou sur des chantiers occasionnels.
Les installations permanentes les plus importantes sont une usine Siemens fabriquant de l'appareillage électrique et une entreprise de récupération de vêtements militaires. L'effectif stable est complété, selon les besoins de chaque jour, par des désignations individuelles. Le personnel du bureau d'embauche vient faire son choix chaque matin et parfois chaque demi-journée parmi les femmes disponibles. Plus pénible que le travail d'usine pris en lui-même sont les conditions dans lesquelles les femmes le font et vivent. À elles seules, l'interdiction d'aller au WC, sauf à certains moments réglementairement fixés, et beaucoup trop rare pour des femmes dycentriques, crée chez de nombreuses prisonnières une véritable hantise. Le lieu à éviter absolument était le Révire, l'infirmerie. En février 1945, tout le camp aide celles que l'on nomme les lapins. Quelques 80 Polonaises soumises à l'expérimentation médicale sont cachées et leurs matricules échangés avec ceux des femmes décédées afin qu'elles ne soient pas tuées, ce qui était imminent, les Allemands ne voulant pas laisser de traces de leur expérimentation. Début mars 1945, les SS procèdent à l'évacuation du camp et transportent 2100 prisonnières, dont Jeanne, au camp de Sachsenhausen, situé à 30 km de Berlin. C'est dans ce camp qu'Himmler installe son état-major et que l'inspection centrale des SS fait expérimenter ses méthodes d'extermination avant de les faire appliquer dans les autres camps. C'est essentiellement un camp de prisonniers politiques utilisé pour l'effort de guerre nazi. Je sais, grâce au journal de mon grand-père, que Jeanne fabriquait des grenades et qu'elle n'hésitait pas à les saboter en négligeant les amorces. Elle a dû être affectée au commando Klinker, surnommé le commando noir, car l'air y était chargé de poussière de charbon et une crasse noire défigurait les détenus. C'était la fabrique des grenades anti-chars pour les Panzers. 10 000 pièces étaient construites par jour. Pour éviter de perdre du temps avec le trajet du camp principal à la fabrique, les détenus logent sur place. Le 10 avril 1945, Jeanne échappe au bombardement de la fabrique par les Alliés. Elle et les autres survivants sont rassemblés, dirigés vers le grand camp et entassés dans des blocs. L'évacuation du camp par les nazis débute le 21 avril 1945. Des milliers de déportés de Sachsenhausen, dont Jeanne, partent du grand camp vers la baie de Lübeck, au nord de l'Allemagne. Les déportés les plus faibles qui ralentissaient la marche étaient abattus sur le bord de la route par les SS. Cette marche, nommée par les nazis la marche d'évacuation, fut nommée par les déportés la marche de la mort. Au bois de Bilot, les déportés dormirent sans abri et vécurent sans nourriture. Au départ du camp, ils reçurent un peu de pain. Arrivés au bois, les déportés affamés durent pour se nourrir arracher l'écorce des arbres, la râper et en faire une fine poudre. Cette dernière, mélangée avec de l'eau, donnait une sorte de farine immangeable. Au bois de Bilot, près de 25 000 déportés furent rassemblés. 18 000 de Sachsenhausen et des commandos et 7 000 femmes de Ravensbrück. Ils sont arrivés à pied en faisant près de 30 km par jour. Entre 700 et 800 moururent suite au mauvais traitement, au froid ou à la sous-nutrition. Plus de 400 détenus reposent aujourd'hui dans des fosses communes. En signe d'espoir ou de désespoir, certains déportés tentèrent de laisser une marque aux survivants en gravant sur des arbres des inscriptions, le numéro de leur bloc ou encore le nom d'une personne chère. Le 1er mai, le plus grand nombre est dirigé vers Krivitz, sur des routes encombrées de cohortes de réfugiés et d'unités de la Wehrmacht soumises à des mitraillages aériens. Les colonnes empruntent des chemins à travers bois, également mitraillés, mais avec moins d'intensité. C'est toujours et toujours la balle dans la nuque qui multiplie les cadavres. Passé Krivitz, à l'approche de Schwerin le mercredi 2 mai, en milieu d'après-midi, dans une indescriptible cohue de réfugiés et de soldats, la garde se relâche. Les SS disparaissent. Le lendemain, Jeanne et les autres déportés sont libérés par les soviétiques. À Schwerin, comme ailleurs, la libération ne donne lieu à aucun débordement de joie. Trop écrasés de lassitude,
toujours tenaillés par la faim, les déportés ne ressentent qu'un immense soulagement muet. Jeanne, après être restée quelques jours sur place afin de subir des soins et de constituer un dossier, est rapatriée par la Direction générale des victimes de guerre qui a rapatrié plus de 900 000 personnes, rapidement et dans de très bonnes conditions. C'est ce qui explique que Jeanne a pu rentrer à Liège 12 jours plus tard, le 15 mai 1945. Elle tentera alors de vivre après toute cette horreur dont elle ne dira presque rien, quelques bribes pour à chaque fois d'innombrables cauchemars. Elle s'éteint à l'âge de 70 ans dans sa ville natale le 30 décembre 1969. La Direction générale des victimes de guerre s'occupe plus précisément d'établir une documentation relative aux personnes qui ont été poursuivies ou réquisitionnées par les Allemands afin de leur octroyer un statut de reconnaissance nationale. Sa documentation est constituée de documents de guerre de provenance belge et allemande, tels que des documents des camps de concentration, d'organisations allemandes, de l'Association des Juifs en Belgique ou encore des centres de rapatriement de l'après-guerre. Cette institution possède également des documents concernant les conditions de travail dans les camps et les prisons, ainsi que sur la résistance. C'est grâce à ce service et à celui des archives générales du Royaume belge que j'ai pu retracer le parcours de Jeanne et Auguste. Je les remercie chaleureusement pour leur gentillesse et leur travail, car sans eux, je n'aurais pu placer Jeanne et Auguste dans la lumière afin qu'ils reposent en paix et afin aussi que nous n'oublions jamais.